Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez au cœur de l'info du vrai. Ce soir, les fonctionnaires ont manifesté. Ils étaient 400 000 dans toute la France selon la CGT. L'avenir de notre fonction publique est une question importante pour le pays, mais on n'est pas sûr qu'elle le soit vraiment pour le chef de l'État. Je vous présente en tout cas nos invités. Luc Berry est secrétaire général de l'Union nationale des syndicats autonomes. L'UNSA, vous êtes vous-même professeur des écoles et participiez cet après-midi à la manifestation parisienne. Guylaine Ottenemer est rédactrice en chef au magazine Challenge, qui paraît jeudi. Cette semaine, impôt, toutes les mesures décryptées. Enfin, Jean-Emmanuel Ray est juriste, professeur de droit du travail à la Sorbonne. L'édition 2017 de votre livre Droit du travail, droit vivant est paru aux éditions Liaison. Luc Berry, ma première question est pour vous. Est-ce que vous avez l'impression que le président Macron n'aime pas les fonctionnaires ? Moi, personnellement, pas forcément, mais les fonctionnaires commencent à le penser. Et c'est bien l'alerte qu'on voulait manifester aujourd'hui, d'ailleurs. À force de concentrer peut-être toute une série de mesures sur les fonctionnaires, beaucoup de fonctionnaires se demandent qu'est-ce qu'ils ont bien fait pour mériter ça. Et je crois qu'il serait bon que le président de la République, le gouvernement avec lui, se rendre compte qu'on a besoin de la fonction publique en France, qu'on peut discuter des objectifs de la fonction publique, bien sûr, mais que s'acharner comme ça sur les fonctionnaires, ils en ont assez. Alors, quels sont les... Enfin, j'ai envie de vous dire quels sont les points qui posent problème aujourd'hui dans la politique menée par le président. On cite les choses sans rentrer trop dans les détails pour l'instant. Bon, moi, je me suis fait une petite liste de mon côté, mais c'est quand même plus intéressant de vous entendre, vous, de nous dire ce soir, voilà ce qui ne va pas. En dehors de ce problème, je dirais, qui traîne et j'ai l'impression qu'il est à la fois affectif et de reconnaissance et qui concerne une bonne partie de nos fonctionnaires qui ont longtemps eu des difficultés dans leur métier, qui n'ont pas toujours été bien payés, mais qui étaient respectés et qui ne sont peut-être plus de la même façon. Mais ça, on le verra plus tard. Ponctuellement, aujourd'hui, les problèmes, qu'est-ce que vous réclamez ou qu'est-ce que vous souhaitez ? Alors, il y a beaucoup de problèmes, en fait, parce qu'il y a beaucoup de mesures qui se sont abattues sur les fonctionnaires. Il y a la journée de carence, il y a le retour de la journée de carence, plus exactement. Il y a le retour aussi du blocage du point d'indice. Il y a des menaces qui pèsent aujourd'hui sur un accord que nous avons signé, nous, en tant qu'UNSA, qui concernait la revalorisation des carrières, des parcours et carrières des fonctionnaires, qui devait s'appliquer sur plusieurs années. Il y a aussi, dans le contentieux, le problème de la CSG, augmentation de 1,7 point de la CSG, et on n'a toujours pas réussi à faire en sorte que, contrairement à ce qu'avait affirmé le président de la République, on ait trouvé un dispositif qui permette de neutraliser cette augmentation de la CSG. On est d'accord pour dire que les salaires, donc le point d'indice, et le retour du jour de carence sont sans doute les questions les plus délicates au moment où nous parlons ? Il y a deux autres sujets très concrets. Il y a la perspective des 120 000... ce serait 120 000... La perspective des 120 000 suppressions de postes. Des 120 000 suppressions de postes sur l'ensemble de la fonction publique, sur l'ensemble du quinquennat, qui inquiète évidemment les fonctionnaires, sur les répercussions sur leurs conditions de travail, mais sur la géométrie elle-même des services publics. Et puis il y a un dernier sujet qui est très anxiogène un peu pour tout le monde, mais aussi pour les fonctionnaires, qui est l'annonce d'une nouvelle réforme du système de retraite, une réforme systémique du système de retraite. Les perspectives sont un peu plus éloignées, mais concernant les fonctionnaires, qui font partie d'un régime spécial, ça pose pas simplement la question du niveau des pensions, mais ça pose la question du statut de la fonction publique. Mais justement, alors, le statut de la fonction publique est aussi, en tout cas au cœur des réformes qu'il avait annoncées, sans en donner plus de précision pendant la campagne électorale. Si je vous dis que sans doute pour un certain nombre de ceux qui nous regardent ce soir, la perception du monde des fonctionnaires, c'est de se dire quand même qu'on est fonctionnaire, on meurt fonctionnaire, on aura un boulot toute sa vie, une retraite qui n'est pas phénoménale, il faut bien le dire, mais qui tombe tous les mois, et que ça vaut toutes les difficultés possibles, parce qu'on est dans une société où plus personne n'est protégé, sauf vous. Que répondez-vous ? C'est vrai qu'il y a une garantie d'emploi qui est donnée aux fonctionnaires, c'est le principe du statut. C'est un avantage considérable aujourd'hui au regard de la situation du marché de l'emploi, bien évidemment, mais les fonctionnaires en sont conscients. Ils payent aussi cette garantie d'emploi par un certain nombre d'obligations, qu'oublient parfois un petit peu les Français quand ils parlent de ça. Et puis, je crois aussi que ce qu'on oublie, c'est que la permanence de l'emploi chez les fonctionnaires, elle est liée à la permanence des droits que les services publics qu'ils animent permettent d'assurer aux Français. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, qu'on oublie parfois un peu de citer. Mais vous savez, les fonctionnaires, on les retrouve assez souvent. Par exemple, malheureusement, quand il y a des grands cataclysmes, des tempêtes, j'ai vu ces images du président de la République qui se déplaçait à juste titre pour apporter le soutien du peuple français à Saint-Barthélemy. Ce sont tous les services publics qui sont aussitôt déployés, en plus de la solidarité
solidarité évidemment des populations. Et on comprend mieux dans ces moments-là à quoi peut servir le service public et en quoi il a besoin d'une permanence d'activité. Personne ne remet en cause la notion de service public dans notre pays, en tout cas de façon fondamentale. Et j'ai envie de vous dire, même pas très souvent nos responsables politiques aujourd'hui. En revanche, on peut se dire qu'on peut peut-être faire mieux avec moins, ou qu'on peut peut-être avoir moins de fonctionnaires et mieux payés. Moins de fonctionnaires, mieux payés. Si je vous dis ça, vous me répondez quoi ? Au niveau de l'UNSA, pour nous, c'est pas du tout un tabou. On peut discuter du périmètre... Dans ce cas-là, les 120 000 sur 5 ans, reconnaissez que c'est quand même pas le bout du monde. Non, mais le problème, si vous voulez, on avait, à chaque fois qu'on a des débats sur la fonction publique, on se heurte aux mêmes difficultés. On les avait déjà à l'époque de Nicolas Sarkozy avec ce qu'on avait appelé la RGPP, la révision générale des politiques publiques. Oui. C'est-à-dire qu'on parle d'abord économie, on parle d'abord chiffres, et ensuite, on se demande comment on va faire coller tout ça. Nous, on propose une méthode qui est radicalement différente. Parlons des missions du service public. Qu'est-ce qui relève de l'intérêt général? Qu'est-ce qui est bien pour le pays? Quelles sont les priorités qu'on peut avoir? On peut entendre, vous savez, les fonctionnaires, ce sont des contribuables comme les autres. Le fait qu'il existe un fort déficit public est problématique pour tous les Français, dont les fonctionnaires. Donc on peut discuter de tout ça, nous y compris syndicalement. Simplement, il faut prendre les choses par ce biais-là, de quoi a-t-on besoin? Et puis il faut aussi qu'à un moment donné, les politiques assument leurs choix. On peut très bien tenir un discours en disant nous n'avons plus les moyens de se payer tel ou tel service public, mais à ce moment-là, on l'assume. On dit aux Françaises et aux Français qu'est-ce qui va remplacer ces services publics, à quel coût, avec quelle qualité. C'est-à-dire qu'on fait de la politique et on assume. Il faut dire les choses. Je vais privilégier les professeurs qui sont très mal payés ou les infirmières dont on a tellement besoin. Et dans ce cas-là, on sait que c'est ailleurs qu'on va devoir taper. On peut faire des priorités, on peut choisir des priorités, mais il faut assumer un débat public parce que ça ne concerne pas simplement les fonctionnaires, ça concerne l'ensemble des citoyens. Alors, avant de donner la parole à nos autres invités, on va découvrir le premier reportage de cette émission. La CGT annonce donc 400 000 manifestants dans tout le pays. Ça paraît beaucoup, même si les fonctionnaires sont plus de 5 millions en France. Une chose est sûre, nos fonctionnaires sont à la recherche d'une reconnaissance qu'ils n'ont plus. Et là-dessus, pour l'instant, Emmanuel Macron n'a rien fait pour les rassurer. Et ce, en plus du gel de leur salaire. Cécile Bartoli, Valentin Jeun, avec Nicolas Herbeau. Le personnel de nuit, on n'hésite pas à appeler à 10h du matin alors que le personnel vient juste de s'endormir. Sur ces cas de dysfonctionnement à l'hôpital, Nadine et ses collègues infirmières sont intarissables. Ils nous culpabilisent en disant « Oh oui, comment ça? Je t'ai appelé à 10h, tu m'as pas répondu. J'avais besoin de toi pour cette nuit. S'il te plaît, je dors. » Si elles défilent aujourd'hui, c'est, disent-elles, d'abord pour les patients. Si on a choisi ce métier, c'est uniquement pour soigner et toucher les patients et avoir des relations de confiance. Et on ne peut plus avoir ces relations de confiance parce que c'est de l'abattage. Les professionnels de santé dénoncent des cadences infernales et un service public qui continue de se dégrader. On est une richesse, monsieur. Monsieur Macron, il faut qu'il entende que lui, malheureusement, il peut être malade. Et si un jour il est grabataire et qu'on lui dise « Ah bah non, la toilette, monsieur Macron, ça sera pas maintenant, mais dans 3 semaines. » T'es sérieux? C'est pas sérieux. Quand on fait bien son travail, c'est tous les jours qu'on lave nos patients. Du personnel en moins, 120 000 postes dans toute la fonction publique et toujours plus de travail. On n'est pas des robots, on n'est pas des nantis. Pas des nantis, pas des privilégiés. C'est aussi le message que vient porter ce syndicat de police. J'ai vu l'armurier la semaine dernière, il a commandé les gilets pare-balles, etc. Et en fait, ça n'arrive pas. Oui, c'est comme des gilets tactiques, on n'arrive même pas à avoir des gilets tactiques, nous. Déjà mobilisés depuis plusieurs mois sur leurs conditions de travail, les policiers alertent désormais sur leur pouvoir d'achat. Les policiers, ce sont des fonctionnaires comme les autres. Donc la mise en place du jour de carence, le gel du point d'indice nous impacte également sur nos salaires. Même s'il y a eu des mouvements de mécontentement dans la rue, et ils ne le disent pas tous les jours, mais ils sont fatigués, ils sont démotivés, ils ont le sentiment avéré qu'il n'y a pas de reconnaissance à leur égard et qu'ils ne sont pas soutenus par leur autorité. Absence de considération, c'est aussi le sentiment de Benjamin, professeur des écoles depuis 12 ans à Paris. Au bout de 10 ans de carrière, on doit être aux alentours de 1 800 € net. Et quand on voit le temps qu'on passe à préparer nos classes, nos cours devant élèves, on voit qu'il y a un manque de reconnaissance pour notre profession. De la primaire jusqu'à l'université, les sentiments sont divers, mais il y a un point d'unité.
aime notre métier, c'est génial d'enseigner, mais vous voyez, le meilleur moyen d'enseigner, c'est la relation en diade. Alors quand vous avez des amphis de 500, vous voyez, c'est juste pas possible. Les fonctionnaires dans la rue, tous ensemble, la première fois depuis 10 ans. Ce soir, la CGT revendique 400 000 manifestants dans toute la France. Alors, on les aime bien, nos fonctionnaires, mais on n'est pas obligé non plus d'être tout le temps consensuel. Les postes, enfin, 270 000 fonctionnaires en plus en 10 ans, Luc Berry, c'est quand même, c'est pas rien. Mais c'est pas rien, mais vous savez, les fonctionnaires, ils font vivre le service public. Alors, regardez en 10 ans de combien la population a augmenté en France. Et aussi la nature des besoins nouveaux qui émergent dans la population. Alors, il y a des gains de productivité qu'on peut faire dans une entreprise comme dans la fonction publique, la numérisation, etc., peut permettre à un moment donné d'effectuer un travail dans des conditions qui sont différentes et qui sont peut-être moins consommatrices d'emploi. Mais prenez par exemple un sujet qui est de plus en plus crucial pour toutes les familles, le besoin de faire face à la perte d'autonomie, le développement du travail dans les EHPAD, qui accueillent les personnes âgées qui sont en perte d'autonomie. On a vu dans le reportage, par exemple, tout le travail qui est fait dans la fonction publique hospitalière, souvent des conditions qui sont très difficiles, qui sont très exigeantes. Donc c'est pour ça que le débat n'est pas qu'un débat chiffré. On peut avoir ce débat sur les chiffres, bien sûr, pourquoi pas. C'est notre argent dont on parle quand même, donc on peut parfaitement le faire. Mais il faut savoir dans quelle société on veut vivre, quels sont les besoins de cette société. Encore une fois, qu'est-ce qui relève de l'intérêt général ou pas. Et là, il y a une place spécifique pour la fonction publique. Il y a des domaines qui ne sont pas régulés simplement par un besoin marchand. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas un coût, il faut le regarder, mais c'est à ça que sert la fonction publique, c'est à ça que servent les fonctionnaires. On peut imaginer en tout cas que la numérisation, par exemple, des services publics fasse gagner un certain nombre de postes qui ne remettraient pas en cause ceux de travail, j'allais dire, effectifs au premier rang. Jean-Emmanuel Ray, alors ils ont raison de ne pas se sentir à l'aise ? Alors, je ne sais pas s'ils ont raison, mais je crois que quand on dit la fonction publique, c'est très très globalisant. C'est comme les chiffres, c'est très globalisant. C'est qu'en fait, il y a 3 fonctions publiques dont les centres d'intérêt et les rythmes sont radicalement différents. Moi, j'appartiens en tant que fonctionnaire à la fonction publique d'État. Ça fait environ 2 200 000 personnes, avec des gens extrêmement variés. Et en termes de rémunération, c'est extrêmement varié, y compris les primes. Il y en a trop ? Je partage l'opinion de Luc Berry, c'est pas une question de chiffres bruts, c'est une question de répartition et de qualité. Mais pourquoi on n'arrive jamais à répondre clairement à cette question ? Non, parce que vous avez des services qui sont en sous-effectifs et d'autres qui sont en sur-effectifs. Mais je continue. 1 100 000 dans la fonction publique hospitalière. Oui. C'est clair que quand on est infirmière ou médecin ou professeur de médecine, les rythmes sont radicalement différents. En un mot, la fonction publique, elle est vraiment très plurielle. Et enfin, et c'est pour ça que quand vous disiez 280 000 fonctionnaires en plus, dans la fonction publique d'État, il y a 280 000 fonctionnaires en moins, d'accord ? Il y a un peu plus dans la fonction publique hospitalière et encore plus en termes d'effectifs. Dans les territoriaux. Voilà, grosso modo, c'est la fonction publique territoriale qui a absorbé. Voilà. Sur moi, je rebondis sur ce qu'a dit l'enseignant, parce qu'évidemment, être fonctionnaire, c'est le plus beau métier du monde. On n'a pas de question de sens. Moi, chaque matin, je me lève, je me dis que je suis heureux d'être fonctionnaire. Pourquoi ? Beaucoup de mes petits camarades qui ont très bien réussi, gagnent beaucoup d'argent, disent à partir de 50 ans, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ? Moi, j'ai le sentiment d'avoir formé des étudiants et on est beaucoup de fonctionnaires et extrêmement fiers. Et vous avez commencé, Vicavy, je ne sais pas si c'était à l'égard des fonctionnaires, mais en disant est-ce qu'ils n'ont pas un problème de fierté ? Alors moi, je vous renvoie. Non, j'ai demandé à Luc Berry s'il n'y avait pas aujourd'hui un. Non, mais je suis convaincu. Il y a un problème de reconnaissance. Il y en a un. Et si vous voulez, juste une anecdote que tout le monde connaît. Dans le film La gloire de mon père, ça ne s'invente pas, de Marcel Pagnol. Il fut d'abord un roman. Oui, absolument. Ça me permet de remettre les choses dans l'ordre. Bien entendu. Puisque vous êtes enseignant, ça sert à quelque chose. Voilà. Avant le château de ma mère et le temps des amours. Nous, on est d'accord. Eh bien, voyez l'admiration qu'a le petit Marcel, l'admiration qu'a tout le monde à l'égard de Monsieur Pagnol, qui est instituteur, qui est exemplaire. Oui. Donc, en un mot, c'est aussi ça. Il y avait des fonctionnaires qui avaient une place sociale importante, reconnue. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'ils sont banalisés. Mais sur ce... Si vous me permettez, pour raisonner, il faut avoir les 2 oreilles pareilles. J'entends bien que les fonctionnaires ne sont pas... Le point d'indice n'a pas été augmenté, mais chaque augmentation de point d'indice, c'est 500 millions d'euros. Donc on voit assez bien que là, il y aura un problème. D'accord ? Bon. Mais, donc, on ne peut pas continuer avec une fonction publique qui croît chaque année, alors que le PIB ne croît pas à la même vitesse. En clair, je crois que sur le plan des effectifs, c'est une question de redistribution des effectifs, ce n'est pas une question de masse globale. Guylaine Tannemer.
C'est une problématique très compliquée parce que l'accès au service public, c'est comme le buffet du Club Med, on en veut toujours plus. On voudrait la petite enfance à 2 ans qui soit pris en charge, on voudrait qu'évidemment le 3e, le 4e et le 5e âge soient pris en charge, on voudrait de la formation et de l'université pour tout le monde, on voudrait plus de police et plus de sécurité, on voudrait plus de transport pour tout le monde, non polluant si possible. Donc je veux dire, c'est sans fin, on peut en demander toujours plus. Et pourtant, la France est un des pays qui a un des niveaux de services publics les plus élevés. Absolument. Deuxièmement, il y a la dépense publique. On vit dans un monde ouvert, compétitif, on n'est pas l'Albanie, on n'est pas d'autrefois, on n'est pas fermé sur nous, donc il faut que quand on vende nos produits, on soit compétitif. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait des impôts qui nous rendent beaucoup plus cher. Or aujourd'hui, l'économie repart et qu'est-ce qui se passe ? On creuse notre déficit, notre balance commerciale. Pourquoi ? Parce que les gens commencent à reconsommer. Qu'est-ce qu'on fait ? On importe des produits de l'extérieur. Et l'Allemagne, elle, au contraire, elle engrange des surplus. Donc il y a un moment où on se dit, on vit dans un monde ouvert, on l'accepte ou on se referme tout seul dans notre cage. Si on se referme tout seul dans notre cage, je ne donne pas cher de notre service public de demain. Donc il faut quand même s'adapter. Et il faut dire que tous les métiers sont impactés aujourd'hui parce que vous disiez par le numérique, par la révolution numérique, tous les métiers, la publicité, le commerce, les avocats, les profs, tout le monde est remis en cause. Donc il y a certains secteurs de la fonction publique qui se sont adaptés. Regardez comme ça se passe très bien, vous voulez chercher votre voiture pour aller à la fourrière, vous mettez le numéro, 2 secondes après on vous dit où elle est et vous payez, c'est très facile. Bon. Et les impôts pareil, donc on doit pouvoir le faire pour d'autres choses. Regardez la carte vitale, le temps qu'ils ont mis à nous en faire une qui marche et encore elle ne marche pas très bien. Donc on a cette réalité, on a aussi la réalité que certains services publics sont vraiment, ils crèvent la dalle, quoi. Ils ont des vieilles voitures pourries, ils n'ont plus de photocopieuses, il n'y a plus de rames de papier dans les imprimantes. Enfin, c'est vrai que... c'est pas à l'époque de Pagnol, mais Pagnol, il y avait 30% de dépenses publiques. Donc il y a un moment, il y a cette dépense publique, il y a les souhaits de services publics qui sont très élevés. Alors je crois qu'il faut exactement procéder comme le dit monsieur, c'est-à-dire qu'il faut se poser la question de quel est le cœur de métier de l'État, qu'est-ce qu'elle peut se permettre encore de faire, qu'est-ce qui est essentiel. Et puis il y a des choses qu'un jour il faudra peut-être abandonner, que d'autres pays ont abandonné. Vous pensez à quoi ? Je dis par exemple, d'abord, je pense qu'il faut commencer l'exemplaire par le haut. Là, les gens ont eu un sentiment d'injustice parce que c'est pour tout le monde et la base qui a changé le problème. On ne s'est absolument pas attaqué à des tas de petites choses où on se redistribue un peu le fromage dans la haute fonction publique. Il y a des tas de comités Théodule, le comité de privatisation où il y a des anciens inspecteurs des finances. Je parle même du comité économique et social et environnemental où on se refile aussi des postes. Je veux dire, il y avait le moyen de montrer, bon, vous voyez, quand on voit qu'avant de demander des efforts... Oui, quand on voit que Mme Parlier est encore payée aussi cher à la SNCF, on dit, bon, pourquoi est-ce qu'on essaye de grignoter à tout le monde des petits euros à la fin du mois ? Commençons par exemplaire, puisqu'on parle de ruissellement par le haut, commençons aussi par faire que la réforme ruisselle par le haut. Et après, on sera plus à même de demander à tout le monde des efforts. Il faut restructurer l'État. Et quand vous disiez, je ne sais pas, peut-être qu'un jour, il faudra se dire, je ne sais pas, est-ce que tout le monde doit pouvoir avoir accès à l'enseignement supérieur gratuitement ? Bon, il y a plein de pays où on paye quand on a les moyens, on s'endette, on a des bourses. Bon. Il y a un moment, il faudra responsabiliser. Est-ce qu'on s'occupe de nos vieux ou on privilégie les étudiants ? Est-ce qu'on privilégie les enfants de 2 ans ou est-ce qu'on privilégie... C'est des questions très importantes qu'on ne s'est pas posées depuis des années dans ce pays et qui exigent une remise à plat. On le fait tout le temps par mesure budgétaire. Et c'est vrai, comme vous le disiez, un point d'avance d'indice, c'est 500 millions qui tombent comme ça, sans faire d'efforts. Et quand vous dites aux hauts fonctionnaires, il faudrait peut-être que vous réfléchissiez à réorganiser... dit oui, mais ça rapporte rien, alors que le point d'indice, il y a 500 millions qui tombent dans la... Donc voilà, c'est une mauvaise méthode. Luc Berry. Alors, je crois qu'il faut... Non, mais je pense qu'il ne faut pas tout mélanger déjà. Le Conseil économique, social et environnemental, j'en suis membre, pas parce que je suis fonctionnaire, donc il n'est pas composé de fonctionnaires. Madame Parly et la SNCF, ce ne sont pas des fonctionnaires qui y travaillent, c'est une entreprise à statut public, effectivement, mais dont les salariés sont régis par le Code du travail. Donc il ne faut pas tout mélanger, effectivement. Voilà. Et je pense que contrairement à ce qu'on dit, la fonction publique s'est déjà beaucoup adaptée. Par contre, le bon débat, c'est celui que vous posez, c'est-à-dire de quoi est-ce que le pays a besoin. Et moi, je pense qu'il faut arrêter de parler tout le temps du coût de la fonction publique. De temps en temps, il y a des choses qui coûtent et qui rapportent.
c'est un secteur qui attire aussi économiquement en France les services publics. Donc il faudrait le dire, pas pour le mythifier, mais le dire aussi. C'est un des facteurs d'attractivité de la Absolument. France. On a besoin d'une stratégie économique, effectivement, pour essayer de faire face à un monde qui est mondialisé, oui. La fonction publique et les services publics font partie de cette stratégie. Il n'y a aucun problème à avoir là-dessus. Simplement, il faut être en capacité de poser la globalité des questions. Et je fais juste observer que on peut parfaitement... D'abord, ce n'est pas toujours plus de services publics. Je ferai observer qu'il y a des secteurs dans lesquels il y en a moins. Non, mais je dis idéalement, on en veut toujours plus. Oui, mais c'est intéressant. France Télécom, par exemple, était peuplé que de fonctionnaires. Il n'y a plus de France Télécom, il y a Orange aujourd'hui. On s'est servi effectivement de l'appareil d'État et d'un service public pour étendre le réseau téléphonique sur toute la France. Maintenant, les choses ont été privatisées. Donc, voilà un exemple. À côté de ça, vous avez des missions qui montent en puissance. Je vais vous en prendre une, par exemple. La question de la sécurité alimentaire. Il y a quelques années, c'était un élément dont on parlait assez peu. Et puis, la vache folle, la viande de cheval dans les lasagnes, les œufs contaminés, etc. On se rend bien compte que si on n'a pas un contrôle qui est fait en matière de sécurité alimentaire, parce qu'il y a un enjeu de santé publique, et si ce contrôle n'est pas effectué de façon impartiale, mais s'il est effectué simplement par les entreprises ou par des gens qui ont un intérêt commercial à l'intérieur, c'est pas que les gens soient forcément malhonnêtes, mais enfin, on n'a pas les garanties d'avoir véritablement un contrôle sur ce qui se passe. Donc vous voyez, il y a des choses qui peuvent baisser en intensité, d'autres qui peuvent monter par contre, mais c'est l'objet d'un grand débat public pour moi qui est vraiment un débat politique. En quoi notre sécurité alimentaire sera-t-elle mieux assurée par des fonctionnaires qui sont, pardonnez-moi, eux aussi ponctuellement corruptibles ou pas compétents, exactement comme les gens dans le privé, alors que des entreprises privées peuvent le faire en ayant un contrat avec l'État ou avec la région? C'est tout l'intérêt du statut de la fonction publique. Qui est justement fait, historiquement, et pas simplement historiquement, très pratiquement, pour essayer de faire en sorte que le recrutement dans la fonction publique et le fonctionnement soient déliés des groupes de pression. Alors, il peut y avoir de la corruption, ça existe dans d'autres pays, mais une des caractéristiques de la fonction publique française, c'est que, justement, elle est encore d'une grande qualité, et puis, il y a des règles à l'intérieur de la fonction publique, des règles disciplinaires y compris, pour faire en sorte que on punisse celles et ceux qui auraient quitter le terrain de l'intérêt général. Jean-Emmanuel Rey l'a évoqué il y a quelques instants. Nous allons maintenant nous intéresser aux fonctionnaires territoriaux. L'une de nos 3 fonctions publiques. Ils sont 1 500 000 et parmi eux, Christelle, qui travaille à la mairie de Saint-Priest, dans le département du Rhône. Salaire mensuel 1 500 €. Bref, une bonne raison d'aller manifester aujourd'hui. Antoine Magnan, Basile Bonne avec l'horaire peu. Réveil particulier pour Christelle. Aujourd'hui, elle n'ira pas travailler. Pour la première fois de sa vie, cette fonctionnaire va aller manifester. Et là, vraiment, voilà, il y a plein de changements et je me dis, il faut y aller, quoi. C'est bien beau de dire oui, on n'est pas content, mais si on reste sur place et on ne bouge pas, ça ne va pas faire bouger les choses, donc il faut bouger. Agent territorial depuis plus de 14 ans, Christelle gagne moins de 1 500 € par mois. La jeune femme s'inquiète des différentes mesures annoncées par le gouvernement, notamment celle du nouveau gel du point d'indice. Je ne pense pas qu'on soit gourmand à demander ne serait-ce qu'une petite augmentation ou de ne pas supprimer les postes. C'est vrai qu'on a une image, on est étiqueté entre guillemets feignant, mais il ne faut pas, faut pas tout mélanger, je pense. Dans le privé, il y en a autant, entre guillemets, qui foutent rien. Après, c'est différent parce que dans le privé, il faut faire du chiffre. Christelle travaille dans les ressources humaines pour cette mairie de la banlieue lyonnaise. Ici, la fonctionnaire peut compter sur le soutien du maire, même s'il ne va pas manifester. D'accord. Je comprends complètement votre exaspération, c'est très clair, parce qu'il règne quand même un flou assez important. On ne sait pas à quelle sauce vous allez être mangé, de la même manière que nous, dans nos communes. Gouverner, c'est prévoir. C'est ce qu'on nous répète à chaque fois et c'est ce qu'on essaye de mettre en œuvre. N'ayant pas d'informations concrètes, il est difficile de prévoir demain comment est-ce que nous allons faire pour avancer. Dans cette mairie, la grève n'a pas d'impact sur le fonctionnement car ils ne sont qu'une poignée à manifester. Pour se rendre à la manifestation dans le métro, même constat, aucune perturbation. Le mouvement, non, au niveau des transports, il n'est pas suivi. Quand on regarde les fréquences de passage,
c'est quasiment pas réussi en termes de mobilisation. Contrairement à Christelle, Ali est un habitué des manifestations. Un devoir selon ce représentant du personnel. C'est une histoire à la fois de vocation, mais de passion, mais en même temps de combat pour permettre à nos agents, aux agents du service public, d'être reconnus. On se bat contre toutes les mesures de Macron. Malgré la foule rassemblée sur cette place, Ali craint que la mobilisation aujourd'hui soit décevante. Je pense que les gens sont un peu désenchantés, découragés, parce que quoi qu'il se passe, le gouvernement continue à appliquer les réformes, à foncer tout droit. C'est comme un train qu'on n'arrive pas à arrêter. Les gens aujourd'hui sont découragés, sont désenchantés et pensent réellement que même en se mobilisant, ils n'y arriveront pas. Pour Christelle, sa motivation reste intacte. Il faut remanifester pour soutenir les fonctionnaires, oui, je reviendrai. Ce matin à Lyon, d'après les syndicats, 12 000 personnes ont manifesté, moitié moins selon les chiffres de la police. Pour dire les choses simplement, il n'y a pas eu une grosse mobilisation à Lyon. Il n'empêche, c'est intéressant d'aborder la question de la fonction territoriale. Et alors, elle a augmenté énormément ces dernières années. Est-ce que c'est normal? Ça répond à quelle tâche? Quelle photo peut-on faire de cette fonction publique territoriale? Oui, enfin... Il y a une explication rationnelle, c'est que l'État s'est déchargé de certaines tâches qu'il a confiées aux régions, aux départements, etc. Pour le reste, moi, ce qui m'intéresse, c'est que, par exemple, on parlait de la vie quotidienne d'un fonctionnaire. La vie quotidienne d'un fonctionnaire d'État n'a rien à voir avec cette jeune femme qui voit tous les jours son patron en clair dans la fonction publique territoriale. Je connais les gens à qui je m'adresse. C'est beaucoup plus valorisant, la fonction publique territoriale. On se sent immédiatement indispensable. Alors que c'est vrai que quand... Vous voulez dire quoi? Qu'on voit le client, si je puis dire? Oui, l'usager, monsieur Calvi, l'usager. On est d'accord. Oui, oui. En clair, c'est une fonction qui est près des besoins et résultat, c'est beaucoup plus gratifiant. On est beaucoup plus reconnu, la fonction publique territoriale, que la fonction publique d'État en particulier. Mais pour le coup, elle gagne 1 500 € par mois. Elle gagne grosso modo pareil que la fonction publique hospitalière ou étatique. À part que sa structure, il y a moitié, juste un petit chiffre, la moitié des fonctionnaires, 45% des fonctionnaires de la fonction publique d'État sont des fonctionnaires de catégorie A. D'accord, donc Bac plus 3. Ce qui n'est pas du tout le cas de la fonction publique territoriale. Il y a beaucoup plus de catégories B et C. Ce qui explique aussi que les moyennes sont différentes. On dit, dans la fonction publique territoriale, ils gagnent beaucoup moins. Ils gagnent beaucoup moins parce que la structure est différente de la fonction publique d'État. Et la hiérarchie, elle aussi, en quelque sorte. Bien sûr. Hélène Ottenemer. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Il faut essayer que ce pays arrive à faire mieux avec un peu moins. Ce matin, je voyais M. Collomb, le ministre de l'Intérieur, et m'expliquait, je lui demandais si sa fusion d'une partie du département avec la collectivité de la ville commençait à donner des résultats d'économie. Il dit non seulement on fait des économies parce qu'on mutualise un certain nombre de services, mais on est plus efficace parce qu'on a mis ensemble les services sociaux, les services économiques, donc on peut aider à avoir des... Et en plus, une communauté urbaine à Lyon. Voilà. Donc c'est vrai qu'on voit très bien qu'un certain nombre de réformes de structure, d'organisation permettent d'avoir mieux et moins bien. On voit aujourd'hui que les communes peuvent plus toutes avoir une piscine, une salle de spectacle. Donc il y a de plus en plus de mutualisation. Et ça fonctionne. Je veux dire, simplement, c'est vrai qu'il y a eu une période où il y a eu un peu des folies des grandeurs de pas mal d'élus locaux qui ont fait quand même des dépenses un peu intempestives. Et c'est vrai qu'il y a eu une réaction à ça. Maintenant, si je parlais tout à l'heure du Conseil économique et social, ou de même parler, je parlais de la dépense publique en général. Voilà. Et je dis que simplement, c'est vrai que la dépense publique en général, qui est très élevée, les fonctionnaires, c'est une partie. Les traitements, c'est quoi, 40% de la dépense publique. Donc c'est vrai que quand un ministre arrive et qu'on lui dit il faut économiser X milliards, il se pense sur la fonction publique et puis il tombe sur les traitements, etc. Mais il n'y a pas que sur ce volet-là qu'on peut agir. Il y a des tas de choses où il faut faire des choix. Comme vous le disiez, on n'a pas eu ce travail encore en France de se mettre autour d'une table en disant bon, voilà, on fait quoi, qu'est-ce qui est la priorité? En France, un emploi sur 5 est occupé par un agent de l'État. Un fonctionnaire, pas un agent de l'État. Oui, très bien, par un fonctionnaire. Ça vous paraît normal? Quand vous regardez, parce que les comparaisons internationales sont à la mode, quand on regarde vraiment, si on rapporte ça à la population,
on est un pays où le service public est effectivement développé pour des raisons historiques, hein, mais pas forcément beaucoup plus que d'autres pays aux alentours en Europe, en tout cas. Tout dépend. Mais c'est tout le problème. C'est-à-dire que... C'est pas votre cas habituellement, je vous trouve un peu embarrassé dans la réponse. Non, je ne suis pas embarrassé dans la réponse. Simplement, si j'avais les chiffres précis en tête, je vous les donnerais. C'est 1 sur 5, quoi. C'est bon, c'est important à savoir. Mais non, mais enfin... En termes de dépenses, oui. Oui. On est sur tous les pays de l'OCDE, on est avant les pays du Nord, on est grosso modo 6e ou 7e vers le haut. Mais on n'est pas... Seule la Norvège et la Finlande font mieux que nous. Voilà. Mais c'est surtout le statut qui pose un peu une question. Alors, parce que ce qui manque aujourd'hui dans notre pays, c'est une bonne gestion ressources humaines des fonctionnaires. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais que ce soit dans l'éducation nationale... Au moment où vous prononcez cette phrase, vous appuyez sur le bouton rouge, qui est un bouton nucléaire, qui est celui du statut de la fonction publique. Et c'est vrai que c'est l'idée que Macron, derrière dans sa tête, c'est ce qu'il avait fait devant le think tank en temps réel, quand on lui avait demandé comment est-ce qu'on réforme la fonction publique, et ça avait fait tout un bousin, il avait expliqué qu'il faut s'attaquer au statut des fonctionnaires. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très difficile, et d'ailleurs, il y a une rigidité dans la gestion. C'est pas normal que, par exemple, un professeur qui en a marre au bout de 10 ans et qui a eu... je sais pas, un burn-out, eh ben, on lui trouve pas de boulot parce qu'il n'y a plus de place dans l'administration, l'éducation nationale, mais pourrait peut-être faire une formation et aller travailler à la justice, où on a besoin peut-être de gens. Si on est prof, on a quand même un certain nombre d'années de formation, on doit pouvoir trouver un autre job ailleurs. Je veux dire, il n'y a aucune passerelle, il y a aucune... ils ne sont jamais évalués. D'ailleurs, j'ai vu que parmi les choses qui sont blessantes pour les agents de la fonction publique et moins pour la territoriale, c'est qu'ils ne sont jamais évalués, qui ne rencontrent jamais un N+1, N+2 qui leur disent bon, ça va pas, dans 3 ans on pourrait progresser là. Il n'y a pas de gestion des ressources humaines, et je pense que c'est la clé d'un meilleur service et peut-être moins onéreux. On a toujours réglé les problèmes, on va vous rajouter un petit budget. Luc Berrier. Non, juste un mot, je reviens et je vais enchaîner. Un emploi sur 5, pourquoi ? Parce qu'en France, on est dans une république qui a un certain nombre de références, hein, liberté, égalité, fraternité, et on considère que sur l'ensemble du territoire, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels les citoyens doivent être mis à égalité. Ce n'est pas le cas de tous les pays dans le monde, donc c'est un choix politique qui était un choix de société historique, et qui fait qu'effectivement, la place de la fonction publique est très développée en France, plus que dans d'autres pays. Mais ça va avec quand même ce choix-là. Ensuite, sur la question de la gestion des ressources humaines, il n'y a pas d'incompatibilité entre le fait d'avoir une gestion des ressources humaines et d'avoir un statut. Par contre, c'est vrai, et ça, syndicalement, ça fait longtemps que nous battons là-dessus, il y a une défaillance extrêmement importante de la gestion des ressources humaines dans la fonction publique. À l'UNSA, on syndique des salariés de droit privé comme des agents publics. La comparaison, elle est vite faite. C'est pas merveilleux dans toutes les entreprises en matière de gestion des ressources humaines. Enfin, dans les entreprises un peu importantes, il y a des services de ressources humaines, et très souvent, il y a des possibilités qui sont offertes, y compris par exemple en termes de carrière, de formation, etc., qui feraient rêver beaucoup de fonctionnaires. Donc le problème ne vient pas du statut, le problème vient du fait qu'on a désinvesti trop souvent la question de la motivation des fonctionnaires, la question de leur montée en qualification, la question de leur adaptation nécessaire. On oublie, enfin vous évoquiez des situations qui sont parfois d'une misère absolue. Aller faire un tour dans un certain nombre de commissariats de temps en temps quand vous voyez l'équipement, aller faire un tour dans un certain nombre de prisons, vous verrez dans quelles conditions, dans un certain nombre de tribunaux, vous verrez dans quelles conditions on travaille. C'est du courteline. Au niveau des moyens. Bon. Donc là aussi, tout ça coûte un peu... proche de Zolac de Courteline, mais ce soir, on n'est jamais d'accord sur les références littéraires. Voilà, mais je dis ça pour ceux qui veulent se moquer des fonctionnaires. Donc tout n'est pas question que de moyens, encore une fois, mais parfois, on manque des moyens matériels les plus immédiats, et ça fait partie d'une certaine misère qui existe dans la fonction publique. Vous nous dites que le statut n'a pas d'importance. Il en a une, parce que, je vais vous dire, dans le privé, il y a une sanction, normalement, c'est que si quelqu'un ne fait pas son boulot ou ne suffit pas à sa tâche, il va être viré. Alors on peut être choqué ou dire que c'est brutal, mais c'est à la société de mettre l'accompagnement qui lui permet après de faire autre chose. Un des problèmes de la fonction publique, c'est que les gens qui ne foutent rien sont payés pareil que ceux qui travaillent comme des bêtes. Et on sait qu'il y en a qui travaillent comme des bêtes et qu'il y en a qui ne font pas grand-chose. Ça vous choque ce que je vous dis ? Ça me choque parce que c'est un peu caricatural. Dans la fonction publique, tout le monde n'est pas payé pareil. Dans la fonction publique, il existe des procédures disciplinaires et on peut virer
quelqu'un qui ne fait pas son travail. Mais si, madame... Oui, on peut, mais c'est rarement fait. Je vous le garantis. Mais oui, bien sûr, le droit le permet, mais c'est rarement fait. Et le travail d'ailleurs des délégués du personnel, c'est non pas forcément de défendre tout et n'importe quoi, mais de veiller à ce que les choses soient faites dans le respect du droit. C'est exactement le même travail qu'on fait d'ailleurs au plan syndical dans le secteur privé, pour faire en sorte qu'on respecte le droit. Simplement, il faut qu'on assume, et c'est un problème aussi de gestion des ressources humaines, il faut aussi qu'à un moment donné, la fonction publique soit gérée par des gens qui soient responsables de ce qu'ils font. Et très souvent d'ailleurs, on a tendance à déléguer, à muter, à déporter le problème ailleurs et souvent à ne pas le traiter parce que par exemple une défaillance qui peut exister au plan professionnel, ça peut être une défaillance qui est liée à un problème de santé, ça peut être une défaillance qui est liée à un problème de formation professionnelle et quand vous voyez l'état de la formation professionnelle dans la fonction publique dans un certain nombre de secteurs, vous voyez que très souvent en fait il y a un système d'irresponsabilité. Personne ne conteste la difficulté de travail des infirmières ou de nos policiers, pardonnez-moi, ou de nos enseignants qui sont, alors eux pour le coup, en effet particulièrement mal payés. Mais... Le statut n'est pas un problème partout, mais on voit très bien que quand on veut faire passer un agent d'une administration à l'autre, c'est extrêmement compliqué parce qu'il y a des statuts qui bénéficient d'une grille indiciaire, d'un certain nombre d'avantages, d'un certain nombre de prises. Il y a 150 paramètres pour... C'est compliqué. Ça ne facilite pas. C'est pas tellement compliqué. Il faut passer les concours. C'est ça qui est compliqué. Oui, mais une fois que vous êtes dans une voie, vous ne pouvez pas passer dans l'autre. C'est très, très compliqué. Et c'est encore pire dans la haute fonction publique où là, on est quand même dans un système complètement bloqué. Jean-Emmanuel Ray. Luc Berry, pareil, juste titre d'égalité. Oui, mais pas à n'importe quel prix. Ce que je veux dire, c'est que dans la fonction publique, je suis entouré de fonctionnaires qui parfois quittent le bureau à 20h, 21h. Ils n'ont aucune rémunération, ni en estime, ni en argent, d'un investissement très puissant. Absolument. Et ça, c'est vraiment pas normal. C'est ça la première chose. Deuxièmement, c'est clair que la structure de gestion des ressources humaines de la fonction publique d'État en particulier est d'un centralisme qui rend toute mobilité extrêmement compliquée. En un mot, il faut décentraliser la gestion des ressources humaines. Là, en clair, aucune entreprise ne survivrait à une gestion qui porte sur 1 100 000 personnes. Vous vous rendez compte que ça fait un quart d'heure qu'on dit en fait il n'y a pas de DRH, tout ce petit monde-là n'est pas géré. Je suis désolé, je le dis avec des mots simples, c'est invraisemble. Il y a 6 millions de chômeurs dans le pays, on n'arrête pas de se poser des questions sur la fois que... Non, mais... 3,5 millions, oui. Non, mais il y a 6 millions de personnes qui sont dans des difficultés d'emploi importantes, on peut le dire en ces termes. On a plus de 5 millions de fonctionnaires. On se rend bien compte qu'il y a un moment où il faut manager tout ça, et même si ça doit être fait avec conscience et en respectant ce qu'a été le contrat de travail signé initialement, non ? Oui, mais là je me retourne vers Luc Berry, parce que ça c'est... les syndicats, je vais être... courtois, ne sont pas très partants pour une décentralisation de la gestion des fonctionnaires avec, par exemple, un chef d'établissement qui serait responsable, en clair, les meilleurs profs... Ne serait-ce que dans l'école. Voilà, ne serait-ce qu'à l'école. Les meilleurs profs seraient survalorisés et ceux qui ne remplissent que leur service, et voire un peu en dessous, ne seraient pas du tout valorisés. Je ne crois pas que les... Parce que là, on aborde une question, c'est les syndicats ont avant tout un cœur de métier, c'est dans tous les pays pareil, c'est pas la France. Leur cœur de cible, c'est la fonction publique. Donc là, il y a un enjeu considérable pour les syndicats. Réaction de Luc Berry dans un instant. On découvre auparavant le troisième reportage de l'émission. La fonction publique en France, ce sont 3 familles. Nous l'avons rappelé il y a quelques instants. Les fonctionnaires d'État, les territoriaux et les hospitaliers. Leur nombre a augmenté globalement de 270 000 en 10 ans. En revanche, de plus en plus de contractuels travaillent dans leur rang. Alix Van P, Valentin Jeun. En France, la fonction publique emploie plus de 5 millions d'agents. C'est près d'un 1/5 de la population active. Ces agents sont répartis dans 3 domaines. La grande majorité travaille directement pour l'État. 35% dans la fonction publique territoriale et le reste dans les hôpitaux. Parmi tous ces agents publics, 70% bénéficient du statut de fonctionnaire. Les autres sont des contractuels ou ont un autre statut. Mais c'est bien chez les fonctionnaires qu'Emmanuel Macron veut réaliser des économies. Il y a des économies sur le nombre de postes de fonctionnaires, à peu près 50 000 attendus du côté de l'État et 70 000 attendus du côté des collectivités territoriales. Il faut avoir en tête qu'à peu près 30 000 fonctionnaires en moins économisent à peu près 1 milliard d'euros. Donc on est dans des schémas sur le quinquennat, si les objectifs sont tenus, d'économies budgétaires de l'ordre de 4 milliards d'euros. Car c'est l'État qui paye les fonctionnaires. Ils gagnent en moyenne 2 205 € net par mois. Un salaire quasiment identique au salaire moyen en France, 2 225 € net. Une rémunération qui peut fluctuer d'année en année.
Elle dépend du fameux point d'indice qu'Emmanuel Macron veut geler. Un point d'indice qui augmente, ça veut dire des salaires revalorisés. Exemple ici de 2008 à 2010. Puis jusqu'en 2015, Nicolas Sarkozy avait gelé le point d'indice, finalement dégelé plus tard par François Hollande à la fin du mandat. Ces décisions politiques ont un impact direct sur le train de vie des fonctionnaires. Il y a eu 6 ans sans revalorisation, alors que, bien que l'inflation n'était pas très forte, il y a eu quand même de l'inflation. Ce qui veut dire que le pouvoir d'achat de la grille des fonctionnaires s'est dégradé. Ce qui pose la question à long terme, si effectivement on n'a pas une revalorisation supérieure de cet indice de fonction publique et s'il y a de l'inflation, c'est quelle va être l'attractivité des métiers de la fonction publique, soit des enseignants, des policiers, de la justice ou des militaires, dans 5-10 ans, sachant que les salaires du secteur privé seront beaucoup plus rémunérateurs à diplôme équivalent. Autre différence entre le public et le privé, les horaires de travail. Dans le public, sur 100 travailleurs, 28 ont un rythme de travail contraignant, contre 37 employés sur 100 dans le privé. Concernant les retraites, celles des fonctionnaires sont calculées à partir de leur salaire des 6 derniers mois. Alors que dans le privé, le calcul de la pension se fait sur les 25 meilleures années. Le but d'Emmanuel Macron, donc, moins de fonctionnaires à l'issue de son quinquennat. Sauf que le président n'a pas précisé à quelle branche il voulait s'attaquer. Il faut savoir que 80% des effectifs sont consacrés soit à l'enseignement, soit à la défense, donc les militaires, soit au ministère de l'Intérieur et les policiers. Donc ce qui rend les choses complexes, c'est de vouloir réduire de façon assez nette le nombre de fonctionnaires de la fonction publique d'État, alors même qu'il y a des besoins assez forts dans les 3 grosses fonctions publiques, que ce soit l'éducation nationale, que ce soit le ministère de l'Intérieur ou celui de la Défense. Cet après-midi, le ministre des Comptes publics a tenté de rassurer certains fonctionnaires, notamment en qualifiant les infirmières et enseignants de héros du quotidien. Absolument. Alors, les héros du quotidien, c'est gentil, mais ça ne suffit pas pour satisfaire nos fonctionnaires. En tout cas, dans leur demande actuelle, les chiffres sont quand même extrêmement intéressants. 80%, en gros, sont quasiment intouchables. Si je vais au bout de la logique du reportage qu'on vient d'écouter, est-ce qu'il y a des endroits où on peut faire des efforts en nombre? Je vous pose quand même la question. Et est-ce qu'un responsable syndical peut avoir la liberté de parole de répondre à cela? Je peux tenter d'y répondre, mais moi je n'ai pas toutes les données pour y répondre, d'autant qu'il y a des choses qui relèvent de choix politiques. Si la nation décide que par exemple... Je vais prendre un exemple, on n'a plus besoin d'administrer l'État par des fonctionnaires indépendants, etc., etc. La nation peut le choisir. Mais il faut aussi qu'on mesure les aboutissants. Vous savez, sur les fonctionnaires, en général, l'ancienne est toujours la même. Il y a trop de fonctionnaires, mais il n'y a pas assez d'infirmières, il n'y a pas assez d'enseignants, il n'y a pas assez de policiers, etc., etc. Donc ça nous ramène toujours à ces questions-là. Dans la territoriale ? Dans la territoriale, c'est un peu la même question, parce que, alors c'est un petit peu différent, parce que d'abord, ce qui prouve que la fonction publique bouge, il y a effectivement, Jean-Emmanuel Rey l'évoquait, il y a eu une relative inflation des créations d'emplois dans la territoriale, qui est en partie due à la décentralisation. En partie. En partie, bon. Et pour le reste, il faut aussi qu'on s'interroge, parce que, vous savez, on parle beaucoup des problèmes d'emploi. Je suis assez bien placé pour savoir que quand on regarde la réalité des bassins d'emploi, oui, dans beaucoup d'endroits, malheureusement, le tissu économique est tel que toute une série de régions vivent beaucoup sur l'emploi public ou parapublic. Donc ça aussi, il faut l'assumer à un moment donné. Est-ce qu'on considère qu'il faut développer l'économie française dans toutes les régions avec le secteur privé qu'il faut implanter? Moi, je pense qu'il faut le faire, oui, mais je sais que ça va être progressif, je sais que c'est compliqué. Mais si on veut déshabiller toutes ces régions aussi des possibilités d'y employer des personnes via les emplois publics, il faut assumer les choses. Allez le dire dans les départements d'outre-mer, allez le dire dans les 3/4 des départements ruraux français. Et ça, c'est ce que les politiques ne font pas, puisque, alors, un peu moins avec En Marche, parce qu'En Marche n'a pas d'élus locaux. Mais s'ils continuent comme ça, ils en auront jamais d'ailleurs. Mais c'est un petit peu la réalité.
La réalité, c'est qu'il faudrait être en capacité de mener ces débats politiques. C'est compliqué, de même que c'est difficile pour moi d'assumer un certain nombre de choix syndicaux, mais on peut essayer de combiner des choix où on défend des intérêts, mais on n'ignore pas les intérêts généraux du pays. C'est toute la complexité de ce qu'on a dans l'art de gouverner. Les jardiniers de nos régions et de nos départements, on peut imaginer qu'ils travaillent pour des entreprises au lieu d'être à demeure, si je puis dire. Non, je ne sais pas, je prends un exemple au hasard. On peut l'imaginer, ça se fait dans un certain nombre de communes d'ailleurs, qui ont décidé de privatiser un certain nombre de services. On peut parfaitement le décider, effectivement. Il faut dire quel est le coût. Il faut dire qu'est-ce qui va changer pour les citoyens qui habitent dans cette commune. Et après, c'est un choix politique qui doit être assumé par le maire en place devant les citoyens qui l'ont élu. C'est vrai aussi pour les transports, pour toutes sortes de choses. Enfin, donc on se rend compte qu'il y a quand même des tas de lieux où il y a des capacités avec, bien entendu, une supervision du service public sur ces contrats. Enfin, je sais pas. Ce qui est assez insupportable, c'est que toute cette campagne présidentielle, aussi bien du côté de François Fillon que d'Emmanuel Macron, on nous a annoncé un certain chiffre de baisse de la dépense publique. Pour revenir à la compétitivité de la France, c'est-à-dire qu'on peut toujours mettre plus de fonctionnaires, mais à la fin, nos services privés, nos entreprises seront étouffées. Donc, il y a un moment, il faut respecter quand même un certain ratio. Bon, on nous a annoncé des chiffres mirobolants de suppression de nombre de fonctionnaires, de suppression 120 000 sur l'ensemble du quinquennat. Pour l'instant, ils en ont programmé 1500. De la baisse de la dépense publique. Sur le budget 2018, 1500. On n'est jamais rentré dans le détail en disant oui, mais c'est normal, ils ne rentrent pas dans le détail pendant la campagne, parce que sinon, tous ces gens-là vont entrer contre eux. Mais le lendemain de la campagne, une fois qu'ils sont élus, on s'aperçoit qu'il n'y a rien dans leur dossier, qu'ils n'ont pas travaillé la question. On voit très bien aujourd'hui, l'équipe d'Emmanuel Macron, elle a fait le dernier budget un peu en bricolant, en faisant le rabot pour avoir les chiffres qu'il fallait. Et quand même, il se pense maintenant sur la question. Je veux dire que c'est de vrai des discussions, comme ça s'est fait en Allemagne, etc., où pendant 4, 5, 6 ans, syndicats, partis discutent de ça. Qu'est-ce qu'on fait comme ça? Vous pensez que les 500 000 devenus 400 000 qui étaient annoncés par le candidat de la droite, c'était totalement pipeau? Mais oui, c'est au doigt mouillé. Qu'est-ce qui se passe? On sait qu'il y a 500 000 fonctionnaires, agents de la fonction publique, qui vont partir à la retraite. C'est le chiffre qui les fait tous rêver, parce qu'ils se disent, bon, là, on n'a pas besoin de les virer, on n'a pas besoin de les supprimer, on ne va pas les remplacer, on ne va pas remplacer 1 sur 2, c'est la vieille ancienne de Nicolas Sarkozy. Oui. Et là, on se dit, bon, voilà, c'est un moyen de faire des économies sans mettre trop de gens dans la rue, puisque ça ne se verra pas, enfin, ça se voit moins qu'on n'en embauche pas 120. Le lendemain, il y aura quand même des gens qui iront dans les services publics et feront toc-toc. Bon, voilà, maintenant, ça se voit aujourd'hui, on voit certains services où ils sont exsangues, on parle des hôpitaux, où effectivement, on manque cruellement d'infirmières, etc. Moi, je ne sais pas, je n'ai pas, comme le disait monsieur, je n'ai pas le tableau de bord de l'ensemble de la dépense publique. C'est un travail considérable à faire, que je ne peux pas comme ça faire sur un plateau de télévision. Bien, nous, à Challenge, on a fait quelques explorations. Ben oui. Mais par exemple, oui, c'est vrai qu'on est très agacés. Par exemple, on m'a parlé récemment d'une commune où le maire s'engueule avec le président de l'agglomération. Bon, alors ils se battent entre eux, donc ils ont tout démutualisé. Donc le maire a pris une cellule communication, il a embauché 8 personnes, alors qu'il y a déjà une cellule communication. Bon. Et ben les gens, après, ils disent, bon oui, ben voilà, pourquoi on n'a pas besoin de 8 communicants qui sont fonctionnaires? On peut prendre une petite agence privée qui, avec 2 personnes, fera très bien le boulot. Il y a aussi, quelquefois, il y a des communes qui ont fait des énormes efforts et il y en a qui ne sont pas sérieuses.